Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, avec l'ensemble des apprenants dans la salle aujourd'hui, donc des mastériens spécialisés en management par projet, mais également amélioration continue, qui commencent cette année donc leur formation, mais également des anciens ingénieurs généralistes industriels par apprentissage. Bienvenue à vous en amphithéâtre sur le campus de Nanterre, CESI Nanterre, mais également à ceux qui nous regardent via le live. Donc merci à vous de nous suivre pour cette nouvelle saison, donc deuxième causerie de la nouvelle saison, de la 10e saison, j'ai envie de dire. Donc on a un petit peu d'expérience, mais voilà, chaque mardi on propose une nouvelle thématique, un nouveau causeur sur l'ensemble des thématiques que vous pouvez voir ici. Je rappelle, le cycle de conférences des causeries, c'est vraiment un apport de culture générale. L'idée, c'est pas de vous donner un cours, c'est pas quelque chose qui rentre forcément dans votre cahier des charges, c'est vraiment pour donner des outils pour développer votre culture générale, pouvoir avancer dans vos parcours personnels et professionnels, aborder des thématiques que vous n'auriez pas l'habitude d'aborder. Et puis, l'idée, c'est toujours d'enrichir vos compétences et vos connaissances. Donc, comme je le disais, c'est tous les mardis de 13h à 14h, de fin octobre à fin avril. Chaque année, on aura 2 dates off, fin décembre et la première de janvier. Et donc, vous pouvez nous retrouver donc, via le QR code, donc en live, quand vous n'êtes pas en amphi pour vous, mais comme vos collègues ou vos tuteurs, des institutionnels, des partenaires. C'est un lien unique pour toute la saison, diffusable, gratuit, sans inscription, un simple clic à 13h et ça se termine à 14h. Avec grand plaisir, on vous retrouve et comme ça, on partage ensemble chaque semaine une nouvelle expérience. Donc aujourd'hui, on va recevoir Guénel Guimau. Guénel Guimau qui est aussi fondateur des causeries, donc avec moi-même. Et il est là aujourd'hui en tant que directeur de l'Institut de la réindustrialisation. Je vais lui laisser le soin d'expliquer. Et il est également responsable du département industrie et services sur le campus de Nanterre, de CESI Nanterre. Donc merci à lui d'être là, vous pouvez l'applaudir. Il va intervenir et vous avez la possibilité évidemment d'interagir avec lui. Donc, je l'ai expliqué pour les personnes qui sont là, vous levez bien la main et je vous apporte le micro. Mais pour ceux qui nous regardent à travers leur écran, vous pouvez envoyer vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr. Causerie au pluriel @cesi.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne causerie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guénel Guimau, je suis, comme le disait Héloïse, responsable du département industrie ici sur le campus de Nanterre. Ça tombe bien, on va parler d'industrie. Avec ce titre-là, la transition écologique, un atout pour l'industrie française. Avec une autre casquette, je suis aussi directeur de l'Institut de la réindustrialisation. C'est un institut qui a été fondé par deux branches professionnelles, donc le GIM, la métallurgie francilienne, Syntec Ingénierie et 2 écoles d'ingénieurs, EPF et CESI. C'est un institut qui produit un certain nombre de savoirs, des ouvrages. Pour ceux que ça intéresse, à la fin, j'ai quelques ouvrages à distribuer pour ceux qui sont intéressés par cette thématique. Et on fait de nombreuses études et si vous pouvez nous voir de temps en temps dans les médias, ça fait la pub pour ces 4 organismes. Transition écologique, un atout pour l'industrie française. Donc, la présentation va se séparer en 2. Je vais vous parler d'abord de l'industrie. Ce n'est pas forcément un sujet qui vous passionne. Là, vous dites oui, si. La plupart d'entre vous vont travailler dans l'industrie, que ce soit les MS Mac, les MPP peut-être un peu moins, peut-être un peu plus dans les services. Les ingénieurs, vous allez pour pas mal d'entre vous parler, occuper des fonctions dans l'industrie. Donc l'idée, c'est de vous présenter un peu comment va l'industrie dans le monde et l'industrie française. Et puis la deuxième partie, bien sûr, c'est la transition écologique. C'est quoi la transition écologique et quelles sont les contraintes et quels sont les défis pour ces entreprises industrielles. Déjà, pour positionner l'industrie française, on va parler un peu d'industrie dans le monde. Avec quelque chose qui est important, et c'est un phénomène qui s'amplifie, c'est
Là, vous avez l'indice de production industrielle de différents pays ou de différentes zones géographiques dans le monde. Alors, on est parti de 2008 avec une base de 100 pour tous les pays. Alors, ça ne veut pas dire que l'Afrique produit plus que les USA, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais en fonction de sa production industrielle, son indice accroît ou a chu. Et là, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est la prédominance de l'Asie. Le vieux monde industriel, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, maintenant sont largement dépassés par le continent asiatique qui a vu sa production industrielle, alors pas multipliée par 2, mais pas loin. Vous avez des choses qui sont intéressantes, juste pour l'Afrique. La production industrielle en Afrique croît, alors que dans l'Europe et en France, on est plutôt, on va le voir, en décroissance. Donc ça, c'est un premier constat. Constat qui est renforcé par ces informations avec l'Institut, avec McKinsey, un cabinet privé, Trendéo et une entreprise qui s'appelle FIV. On a créé depuis quelques années une base mondiale des investissements industriels qui recense tous les investissements industriels dans le monde. Ça nous permet de faire pas mal d'études. Et là, c'est juste pour vous montrer où on investit actuellement dans l'industrie. Pas de surprise, plus de la moitié des projets industriels sont en Asie, avec 2 pays, l'Inde et la Chine, avec des dynamiques différentes. L'Inde est en train de dépasser la Chine, première chose. Deuxième zone géographique d'importance, vous voyez déjà, on passe à 15% des projets, c'est l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, depuis quelques années, a mis en place une politique industrielle de relocalisation de l'activité industrielle, de repli sur soi, certains peuvent dire ça, et ceci se traduit par donc une augmentation de la production et des investissements industriels en Amérique. En numéro 3, ce n'est pas l'Europe. En ce moment, alors sur cette période 2015-2020, il y a eu plus d'investissements industriels en Afrique que dans tous les pays européens. Donc ça permet déjà de faire quelques grandes lignes. C'est le raisonnement de l'industrie française, rayonnante comme elle a pu être il y a des décennies, c'est plus tout à fait le cas. Alors on va faire un petit état des lieux de l'industrie, même un gros état des lieux pour comprendre un peu cette dynamique et où on en est à l'heure actuelle. Alors voilà, l'industrie, les activités économiques combinant des facteurs de production, pour produire des biens matériels destinés au marché. Plus de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 325 milliards de chiffre de marge sur ce chiffre d'affaires. 1000 milliards, pour avoir un ordre de grandeur, vous connaissez la dette de la France ? 3300 milliards à peu près. Okay, donc il faudrait qu'on fasse à peu près 10 ans de valeur ajoutée pour combler la dette, ce qui est loin d'être le cas. Alors la répartition, pour que vous ayez une idée un peu plus précise des emplois, avec en France, on a tendance à l'oublier, mais la première industrie française est l'industrie agroalimentaire. Alors, l'industrie agroalimentaire qui nous permet effectivement, via le système agricole et autres, de subvenir à nos besoins, mais l'industrie agroalimentaire est une industrie fortement exportatrice, notamment les vins et spiritueux, par exemple. Et après, vous avez l'industrie automobile qui est pas dans les premiers, les autres matériels de transport, l'industrie aéronautique qui sont là, qui emploient donc à peu près 3 millions un peu plus de 3 millions de personnes en France. Et la France se désindustrialise petit à petit. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
la France se divisait pratiquement en deux. Il y avait la moitié de la population active qui travaillait dans les champs et l'autre moitié qui travaillait dans les industries naissantes. Jusqu'aux années 60, on avait à peu près 30 à 40% de la population active qui travaillait dans l'industrie. Et depuis de très nombreuses années, ça descend. Et là, maintenant, à peu près, la France, l'industrie française représente à peu près 12% du PIB. Deux pays ont subi cette forte désindustrialisation, l'Angleterre et la France. Alors, cette situation qui n'est pas forcément florissante, quelques éléments de réflexion pour comprendre pourquoi on en est arrivé à cette désindustrialisation. La première, c'est un positionnement stratégique de la France depuis des décennies. Là, pour ceux qui reconnaissent cette voiture, c'est une Renault 14 que le marketing avait baptisé Poire. Donc ça a fortement nuit à la commercialisation de ce véhicule. Et on a la réputation, et c'est la vérité, en France, de produire plutôt pour notre pays, les pays européens frontaliers, et quelques exportations. L'industrie automobile française n'a jamais été fortement exportatrice. Et donc un positionnement moyen de gamme. Contrairement, par exemple, à l'Allemagne, vous connaissez tous les voitures allemandes et les exportations de l'Allemagne, où on voit une tendance totalement différente. Depuis des décennies, ça stagne ou ça diminue, et alors que les exportations allemandes augmentent. Elles continuent d'augmenter d'ailleurs. Donc un positionnement de moyen de gamme. Un autre élément structurel, et là ça va parler à ceux qui font le MS amélioration continue, c'est les gains de productivité. Là on est dans le cœur de votre métier. Si vous prenez donc la France, ceux qui prenaient un peu entre 42 et 44, alors pas heure travaillée, mais c'est la division que vous avez ici, on est passé à un ratio à 60. C'est-à-dire que depuis 1990, il faut un tiers de temps de moins de production pour faire le même développement industriel, la même production industrielle. Donc la productivité, tout simplement, entraîne une désindustrialisation, puisque au lieu d'avoir 3 usines en 1990 qui produisaient un produit, maintenant 2 usines sont nécessaires. Donc ça, c'est une autre cause importante de désindustrialisation. Juste entre parenthèses, quand vous regardez ce schéma, on parle souvent de la productivité française. La productivité française est bonne. C'est un des pays les plus productifs sur ce type de ratio. Alors, un autre phénomène, toujours dans l'industrie automobile, on avait un groupe avant, PSA, qui a produit avec ces deux marques des fleurons de l'automobile, Citroën, Peugeot. Et depuis, alors Citroën et Peugeot, c'était des fiefs industriels, Sochaux, Aulnay, Rennes, c'est des fiefs industriels pour ce type d'activité. PSA maintenant est devenu Stellantis, avec toute une panoplie de marques, avec un but, c'est de rationaliser la production, c'est-à-dire que si un jour il y a une nouvelle 404 qui arrive sur le marché, elle ne sera pas forcément faite en France, comme c'était avant systématiquement le cas, mais elle sera faite sur une des usines du groupe. D'autant plus que vous savez où est basé Stellantis ? Ouais. Stellantis, ce n'est plus un groupe français, c'est un groupe néerlandais, avec un droit des affaires néerlandais. Et Stellantis, maintenant, regarde effectivement ses lieux d'implantation, pas en fonction du pays, mais en fonction de tout un autre critère de productivité, avec tout un panoplie d'usines. Donc un autre facteur de désindustrialisation. Autre facteur, c'est l'industrie n'a pas bonne presse depuis de très nombreuses années dans le monde politique. Alors là, je vais vous parler de choses que... c'était très très loin, mais pas si loin que ça. Une vingtaine d'années, on avait une
très très grosse entreprise, un fleuron de l'industrie française qui s'appelait Alcatel. Ça vous parle peut-être. Alcatel a fait un certain nombre de produits électroniques avec 150 salariés dans le monde, numéro mondial de la fibre optique dans les années 2000, un gros mastodonte. Et son patron à l'époque, qui s'appelait Serge Tchuruk, avait lancé une idée en disant on va faire un monde sans usine. La France ne produira plus. La France aura sa valeur ajoutée, ou Alcatel aura sa valeur ajoutée grâce aux services associés aux produits. Et puis on va produire dans d'autres pays, etc., etc. Très visionnaire, hein, maintenant, Alcatel survit. Alcatel doit avoir à peu près 2 à 3 000 salariés dans le monde. Donc c'était un fiasco complet et total. Mais ça montrait bien, il n'était pas le seul à avoir cette vision. Hein. Dans les années 1990-2000, on ne voulait pas d'industrie en France. La France était un pays de services, un pays de tourisme, mais la production, c'était pour les autres. Quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, ou certainement pas, c'est l'ancien patron d'Arcelor, qui s'appelle Francis Maire. 2002-2004, c'est le dernier ministre à avoir eu une fonction dans une entreprise industrielle. Ça veut dire que depuis 2004 et depuis ce monsieur-là, au niveau politique, dans les plus hautes strates des gouvernements successifs en France, il n'y a personne qui a travaillé dans l'industrie ou qui a été capitaine d'industrie ou autre. Et donc, il y a une méconnaissance, effectivement, du monde politique sur la vision industrielle. Et ça a commencé à bouger avec quelques repères. Donc, en 2010, ça a commencé avec un grand emprunt, surtout avec un monsieur qui s'appelle monsieur Gallois, Louis Gallois, qui est l'ancien patron de la SNCF, l'ancien patron de PSA, et qui a fait un rapport en 2012 en disant que la France ne pourra pas survivre sans industrie. Et depuis, il y a des choses, on va le voir un peu plus tard, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a eu une prise de conscience de l'importance de l'industrie à partir des années 2010. Une dernière cause, c'est un peu nous, les responsables. Alors, je vous résume un peu l'histoire. Hein. C'est une entreprise de l'agroalimentaire qui fait de la viennoiserie industrielle qui s'appelle Bridor. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un gros groupe industriel de l'agroalimentaire qui, en 2017, a décidé d'implanter une usine en Bretagne. 500 emplois dans une petite localité. C'était un gros projet industriel. Et depuis 2017, un certain nombre d'associations ont mis des recours en disant non, on ne veut pas d'usine chez nous, les usines, ce n'est pas pour nous. Et donc, suite aux différents recours, depuis quelques mois maintenant, Bridor a renoncé définitivement à l'implantation de son usine en Bretagne pour aller en Normandie. C'est la réalité du terrain. Est-ce que vous voulez des usines polluantes ou pas, juste dans votre jardin? C'est la même réflexion que pour les éoliennes. Là, c'est effectivement un certain nombre d'associations qui ont fait que ce projet ne voit pas le jour en Bretagne. C'est un sujet récurrent de l'industrie. Donc, un certain nombre de phénomènes comme ça qui ont amené cette désindustrialisation. Et on assiste, là je vous disais, depuis 2010, il y a eu un certain nombre de réflexions sur le rebond de l'industrie. Je vous disais que vous allez, pour la plupart d'entre vous, travailler un jour ou l'autre dans l'industrie, donc en France ou à l'étranger. En tout cas pour la France, où en est l'industrie à l'heure actuelle? Et ça frémit. Je vais vous donner 2 ou 3 indicateurs qui prouvent que la France recommence à s'industrialiser. Là, sur ce graphique, vous avez 3 courbes, ou 2 courbes et un delta. Depuis 2009, on mesure le nombre d'ouvertures et de fermetures de sites industriels. Une usine qui ferme, une usine qui ouvre. Les usines ont fermé à cause de la productivité.
l'amélioration continue qui a trop bien travaillé, à cause des visions politiques qui ont diminué, à cause tout simplement aussi du manque d'investissement et puis des usines qui sont devenues trop vieilles et trop obsolètes. Donc depuis 2009, et là en 2008, ça apparaît pas, mais il y a eu un gros pic aussi, souvenez-vous de la crise de 2008, il y a énormément d'entreprises industrielles qui ont fermé. Et donc, 2013, il y a aussi eu un pic. Parallèlement à ça, vous avez des ouvertures de sites. Et on a commencé à voir à peu près en 2016-2017 un solde positif. Ça veut dire concrètement que maintenant, enfin en 2016 et 2017, on ouvrait plus d'entreprises industrielles qu'on en fermait. Ça, c'est un premier signe encourageant. Là, il y a eu la période Covid. Et depuis la reprise, eh bien, ça se maintient. Donc ça, c'est une première indication que l'activité industrielle française se développe. Un deuxième indicateur, il faut le lire comme ça, ce graphique, c'est la contribution des différents secteurs d'activité à la création d'emplois. Donc, sur 2009-2023, l'industrie a perdu un peu plus de 30 000 emplois. Les secteurs qui ont créé des emplois en France sur cette période sont respectivement les services, le numérique et les points de vente. Ça, c'est sur la période, la dernière décennie. Donc, effectivement, l'industrie mal en point. Et depuis 2023, alors depuis 2022 pour être exact, mais là je vous montre le graphe de 2023, renversement complet de tendance. On voit que c'est l'industrie qui crée le plus d'emplois actuellement en France. Devant les services, le numérique qui tend à stagner et les points de vente et autres qui diminuent largement. Donc on voit bien que depuis quelque temps, il y a un rebond de l'industrie française. Dernier point d'ancrage, c'est sur les délocalisations et les relocalisations. C'est quelque chose qui est souvent médiatisé. Ça fait longtemps que je travaille moi, sur le sujet et depuis une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup. Là, on parle d'emplois relocalisés ou délocalisés. Les relocalisations étaient très très faibles depuis jusqu'à 2020. On parlait de dizaines d'emplois de temps en temps, avec des fortes délocalisations. Les délocalisations, donc on prend un produit, on le fabrique à l'étranger. Ne vous méprenez pas, hein, les délocalisations, déjà il n'y en a pas eu tant que ça. Quand vous regardez le nombre d'emplois qui ont été supprimés à cause des délocalisations, ce n'est pas énorme. Je vous rappelle que la principale cause, c'était plutôt la fermeture pure et simple des usines, pas une délocalisation. Et depuis... et voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que les délocalisations, ce n'était pas dans des pays lointains, exotiques. Effectivement, il y a eu une première vague en Pologne, sur les pays de l'Est, en Afrique du Nord, en Asie. Historiquement, ça s'est combiné comme ça. La plupart des délocalisations, c'était en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Espagne. Une rationalisation de l'outil industriel. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2021-2022, eh bien là aussi, on relocalise plus qu'on délocalise. Donc, trois éléments de réflexion qui tendent à pousser, à penser que le dynamisme industriel en France commence à être là. Un petit rappel d'économie générale, parce que là je parle d'industrie, mais pourquoi réindustrialiser ? Tout simplement, je vous rappelle, hein, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur l'industrie automobile avec les exportations allemandes et puis les importations, les exportations françaises. Si on arrive à exporter plus qu'on importe, eh bien, on gagne de l'argent pour financer nos universités, notre système de santé, nos systèmes sociaux, etc., nos infrastructures. S'il y a un déficit, la France s'endette. On en est où ?
Actuellement, sur la balance commerciale en biens, donc sur les biens produits en France, vous voyez le delta, les importations en rose et en vert les exportations, on est en déficit. Ça veut dire que chaque année, à cause de notre production industrielle qu'on n'arrive pas à exporter, qu'on est obligé d'importer, regardez vos téléphones, vos ordinateurs, moindre mesure les voitures, etc., les habits, ben ça veut dire que tous les ans, on perd à peu près 80 milliards d'euros. Donc, à un moment donné, si on veut financer tout ce que je disais auparavant, il va falloir, comme tous les pays, peut-être soit exporter plus, soit importer moins. D'où l'idée aussi de réindustrialiser la France. L'industrie aussi, cette vocation, c'est une spirale vertueuse en quelques étapes. Quand on a une industrie qui se développe, un siège social qui arrive, il y a la recherche et développement qui s'installe à côté de l'usine ou à côté du siège social. Il y a ce que vous êtes en train de faire. S'il y a un siège social, s'il y a un laboratoire de recherche ou autre, eh bien, il y a de la formation qui arrive. S'il y a de la formation, il y a de l'innovation. Et s'il y a de l'innovation, eh bien, on a à la fin de la création d'usines. Donc, il y a un cercle vertueux qui est quantifié. Alors, même si celui-ci date de quelque temps, mais ça vous donne une idée. Hein. C'est pour chaque emploi créé, par exemple, dans l'industrie aéronautique, il y a à peu près 4,8 emplois à côté qui sont créés. Dans une petite ville où on crée un emploi dans l'industrie aéronautique, eh bien, il va falloir avoir des crèches, des commerces, etc. etc. Donc il y a une spirale vertueuse qui est mise en place. Un autre point, et puis après ça va être la fin sur l'industrie, un point important, c'est la souveraineté industrielle. Il y a plein d'exemples. Alors là, ça c'est un exemple très parlant que vous connaissez peut-être ou pas, c'est les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, vous en avez tous. Tout ce qui est électronique, il y a des semi-conducteurs. Okay, là, vous avez les investissements actuels de toutes les compagnies mondiales qui investissent dans les semi-conducteurs. Vous voyez, la Corée du Sud, les USA, Taïwan, les USA, la Chine, les USA, la Corée du Sud. Et structurellement, en termes de souveraineté, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'Européens, ça pose un problème. C'est-à-dire que, et ça, il y a des tensions, vous le savez bien, entre la Chine et Taïwan. Si un jour il y a des tensions entre la Chine et Taïwan ne peut plus produire ou la Chine ne veut plus exporter ses puces, eh bien, on n'a plus la possibilité de faire des avions, on n'a plus la possibilité de faire des voitures, on n'a plus la possibilité de faire aucun équipement électronique. Heureusement, il y a une réaction européenne qui prévoit à peu près donc, 43 milliards d'investissements publics-privés. 43 milliards, on est à peu près ici. Donc ça, c'est mis en place. Il y a une usine de semi-conducteurs qui va voir le jour à côté de Grenoble. L'investissement est de 5 milliards. Vous voyez, 5 milliards, c'est presque l'épaisseur du trait, là. Donc, voilà, au niveau investissement industriel, il y a un devoir de souveraineté. Alors, sur ça, mais il y a la souveraineté alimentaire, il y a la souveraineté sur un certain nombre de points, mais cette souveraineté sur les puces est primordiale. Donc, en résumé sur l'industrie, les 2 ou 3 points. Donc, le point important que je vous propose de retenir, c'est la prédominance de l'Asie, la Chine et l'Inde, des grands acteurs avec les États-Unis, avec l'Inde qui est vraiment en train d'émerger. Hein, ça, c'est vraiment un point important. Ça veut dire que quand on parle ici de l'industrie française, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, on aurait été très fiers de notre industrie. Là, maintenant, on devient microscopique au niveau mondial. Juste là, vous êtes un certain nombre à faire une formation d'ingénieur, puis les MS, vous avez pour certains déjà un diplôme d'ingénieur. Hein. En France, on forme à peu près 42 000 ingénieurs chaque année en France. C'est sur toutes les écoles d'ingénieurs. La Chine plus l'Inde, c'est 1 500 000. Vous voyez avec qui vous allez être en concurrence?
On n'est pas du tout sur le même... et je suis persuadé qu'un certain nombre d'entre vous, vous allez travailler à l'international pour des compagnies indiennes, chinoises, du Moyen-Orient, américaines ou autres. Okay. Donc il y a ce point-là qui est important en termes de réflexion, c'est on n'a plus la dimension industrielle d'avant. Le deuxième point, c'est que malgré tout, on arrive à se positionner sur un certain nombre de sujets et on arrive à redynamiser l'industrie. Et donc, la suite est, elle n'est pas joyeuse, la suite. La suite, c'est ça. Bon, ben voilà, c'est fini. Alors, moi, ça y est, ma carrière industrielle, elle est loin derrière. Je ne vais pas forcément avoir des défis sur l'industrie à relever, si ce n'est sur la formation. Mais vous allez être en plein dedans. Là, tout ce qu'on va raconter, ça va être votre quotidien. Okay, c'est quelque chose que vous allez forcément côtoyer quotidiennement en termes de réflexion, en termes d'enjeux, en termes d'objectifs sur vos différents métiers, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le métier sur lequel vous allez être. Vous allez être confronté à ça. Okay, pour être aussi plus parlant, hein, c'est pas que, on va le voir, mais c'est en grande partie, je ne sais pas si vous connaissez ce diagramme, c'est les températures mondiales moyennes chaque année depuis 1950. Okay, donc on voit clairement qu'on va vers un réchauffement climatique. Là, vous le voyez bien, hein, avec un certain nombre de choses. Hein, ces 3 articles de la presse, hein, l'Antarctique qui est en train de fondre avec toutes les conséquences météorologiques et puis en termes de montée des eaux avec des pays qui vont disparaître. La biodiversité avec la disparition, par exemple, des abeilles, mais pas que. Les abeilles, hein, c'est elles qui pollinisent, c'est elles qui nous font vivre et c'est elles qui, sans abeilles, le monde s'éteint très très rapidement. La pollution de l'air, 600 000 décès en Europe liés à la pollution de l'air. Je vous ai dit, hein, que ce n'était pas forcément très très gai. Et donc la transition écologique, elle est là pour mettre... voilà, pour essayer d'aiguiller, de mettre des mots là-dessus et de proposer des actions. Alors, la définition officielle de la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler. Donc, l'industrie est fortement impactée. Et la transition écologique, ce n'est pas une régression. On est bien sur un nouveau modèle économique, une évolution. Okay, donc il va falloir produire, réindustrialiser, mais en respectant un certain nombre de critères. Les critères, voilà d'une manière... synthétique, hein, il peut y en avoir d'autres, mais on peut les synthétiser avec ces 5 points. Lutter contre le réchauffement climatique, réaliser la transition énergétique, renforcer l'indépendance énergétique de la France, préserver la santé publique et protéger l'environnement. Ça, c'est les 5 piliers que vous allez affronter au travail, mais dans votre vie quotidienne. Alors, concernant l'entreprise, parce qu'il va falloir parler des entreprises face à cette transition écologique, il y a des opportunités, hein, face à la transition écologique. Au niveau marketing, avoir des produits éco-conçus, on en verra un ou deux. Avoir une entreprise verte, une entreprise qui respecte la biodiversité, qui respecte un certain nombre de critères. C'est un aspect marketing que les entreprises doivent prendre en compte. Au niveau des ressources humaines, souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'année dernière, lors des remises de diplômes de certaines écoles, il y a des élèves qui ont dit clairement qu'ils allaient préférer les entreprises qui sont impliquées dans la transition écologique à d'autres entreprises. Donc, je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'un certain nombre d'entre vous, quand vous choisirez peut-être pas le premier, mais le deuxième ou le troisième poste, vous allez prendre en compte la politique sur la transition écologique de votre entreprise. Et la performance financière, parce que ça permet d'avoir un certain nombre de financements et autres.
Et là, je vous donne, c'est juste, c'était un sondage qui a été fait et qui dit par l'ADEME. Vous connaissez l'ADEME ? On en reparlera, mais c'est un point important sur la transition écologique. 88% des salariés pensent que la transition écologique est un sujet important pour l'entreprise. Il y a un sondage, je ne l'ai pas mis là, similaire fait par les patrons d'entreprise. Le pourcentage est beaucoup plus faible pour les patrons d'entreprise. À cause de ça. La transition écologique, c'est pour un patron d'entreprise, ça va être avant tout un certain nombre de contraintes. Alors, je vais en présenter 2 ou 3, essayer de les détailler. Lutter contre le réchauffement climatique. Premier axe, les entreprises vont devoir lutter contre le réchauffement climatique. Que vous soyez une boulangerie, que vous fabriquez des voitures, vous êtes un entrepreneur ou autre, ça va faire partie des choses que vous devez prendre en compte, notamment la décarbonation de vos processus. Au niveau mondial, l'industrie représente à peu près 20% de la production, des émissions de CO2. Ça, c'est le dernier chiffre du GIEC, mais ça vous donne un ordre de grandeur. L'énergie et l'agriculture étant les 2 premiers. Mais voilà, la production de CO2, les émissions de CO2, c'est un point important pour les industries. Ça, c'est une phrase du président Macron qui avait réuni les entreprises françaises l'année dernière, qui avait dit l'industrie, alors en France, c'est 18% du problème des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est 100% des solutions. Sur la problématique du climat, en gros, de manière très, très schématique, mais pour certains d'entre vous, vous aurez l'occasion de le voir plus en détail. Donc, on veut limiter le réchauffement de la Terre. Donc, réduire les émissions polluantes. L'Europe et l'engagement de la France sur la COP en 2015, et puis c'est toujours d'actualité, c'est une neutralité carbone en 2050. Alors, c'est quoi une neutralité carbone ? C'est vous supprimez ou vous réduisez votre consommation de carbone. Ou alors, vous compensez par d'autres actions. Pour les entreprises, ce point-là, ça entraîne un certain nombre de choses. Ça entraîne, c'est pour ça que je parle de contraintes fortes, il y a des contraintes réglementaires. Pour les grosses entreprises polluantes, il y a des quotas carbone à respecter, il y a un certain nombre de choses à respecter. Il y a des choses que l'on va pouvoir mettre en place, et on le verra sur la consommation d'énergie, consommer avec de l'électricité verte, et mettre en place des processus vertueux. Là, vous avez... ça peut se discuter, c'est un sujet qui se discute, c'est les exemples de compensation avec Kering, qui a dit, moi, en France ou dans le monde, je produis du carbone, je produis du CO2. Pareil pour Total, pareil pour Danone, c'est des grands groupes industriels. Mais pour compenser, je replante des arbres. Vous avez pas mal d'exemples sur la reforestation. Produire d'une manière plus vertueuse. Air France fait la même chose. Vous regardez, la plupart des grandes entreprises industrielles en France proposent des plans de compensation. On compense, mais on ne réduit pas. Et puis après, ça peut être, là je laisserai les spécialistes discuter du sujet, est-ce qu'en plantant des arbres à l'autre bout du monde, on va réduire les émissions de carbone ici ? C'est plus un permis de polluer qu'autre chose, pour faire simple. Je vous disais la Chine est déjà en avance. La Chine, là c'est un exemple qui a été annoncé l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, un complexe industriel entièrement, sans émissions de carbone. Donc
avec de l'énergie photovoltaïque, du stockage d'énergie et autres, avec que des processus sans émission de carbone. Donc la Chine et l'Inde, vous le verrez, sont les précurseurs et c'est eux qui investissent le plus actuellement dans ce type d'activité. En France, on a aussi des exemples. Là, c'est l'exemple de Michelin, qui, à côté de Clermont-Ferrand, qui a une usine dans le groupe qui a 0 carbone. Ils trichent un peu, parce que ce n'est pas un site qui pollue beaucoup. Ce qu'ils ont fait, c'est là, c'est l'usine qui produit des pneus, notamment pour les compétitions automobiles et les motos. C'est que des processus électriques. Et ils récupèrent la chaleur des moyens, des équipements électriques pour chauffer leurs locaux. Et avant, ils utilisaient du gaz pour le faire. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire une usine 0 émission. Mais juste, c'est ça qui est intéressant. Juste, entre guillemets, pour faire ça, ils ont dépensé 600 000 €. Imaginez une petite PME ici qui doit faire face à cette même obligation de décarbonation, de 0 émission carbone en 2050. Eh bien, il va falloir qu'ils mettent la main à la poche. Donc c'est une contrainte qui va être assez forte. C'était juste un point de réflexion, je parlais de relocalisation, mais aussi d'économie circulaire. Un moyen de décarboner, ça va être tout simplement de rapatrier des productions qui étaient très très loin, les rapatrier et de se relocaliser un peu plus sur le territoire, ou au moins en Europe. Ça permet un certain nombre de choses. On économise le gaz, le pétrole, des frais de transport, etc. etc. On essaye de faire des processus vertueux ici en Europe. Donc on réduit effectivement l'empreinte carbone, on sécurise les approvisionnements et autres. Ceci dit, les produits industriels fabriqués en France coûtent toujours en moyenne 20% de plus qu'un produit importé. Mais les 3/4 des Français disent qu'ils sont prêts à payer cette différence. Vous êtes prêts à payer 20% en plus pour votre t-shirt, votre téléphone, etc., etc. On fera un sondage une autre fois, mais je ne pense pas que ça soit tout à fait vrai. Le point important de la transition écologique, là, à l'heure actuelle, là, maintenant, il y a des entreprises, surtout des PME. Alors j'allais donner l'exemple des boulangeries qu'on entend souvent dans les médias. Toutes les boulangeries qui ferment parce qu'elles ne peuvent plus payer l'électricité, etc., etc. Il faut tempérer un peu le discours, parce qu'en 2022, il y a eu plus de création de boulangeries, enfin, il y a eu plus d'ouverture de nouvelles boulangeries que de fermetures. Donc, ceci dit, pour un certain nombre d'usines, pour un certain nombre d'entreprises, la transition énergétique est importante. Réaliser la transition énergétique, renforcer l'indépendance énergétique de la France. On voit bien que depuis l'année dernière, et ce qui se passe au niveau mondial, avec les tensions dans le monde, et là on voit bien que ça s'accélère de plus en plus, il va falloir qu'on sécurise notre production énergétique. L'évolution du prix gros du mégawatt d'électricité en euros, vous voyez, ça fait un bond. On flirte avec les 500 € du mégawatt. Ça, c'est le prix acheté par les entreprises. Eh bien, quand vous êtes une entreprise et que vous avez une facture ici qui est multipliée par 5, 6, 7, forcément, ça a un impact. Et là, actuellement, le point important, c'est ça, c'est la transition énergétique. Comment faire face à ça? Donc, on a déjà parlé de l'ADEME. La transition énergétique propose effectivement de passer à un système beaucoup plus vertueux. Déjà, la transition énergétique, c'est sur les bâtiments. Vous avez peut-être entendu parler des passoires thermiques. C'est quelque chose effectivement qui est toujours d'actualité, que ce soit les logements ou autres. Les bâtiments industriels, c'est pareil. La plupart des bâtiments ne sont pas conçus pour être performants en énergie. Alors maintenant, avec les nouvelles normes, ça a fortement évolué, mais les anciens bâtiments sont toujours des passoires thermiques. Évoluer vers un système énergétique moins centralisé, travailler sur la consommation d'énergie. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses que les entreprises doivent faire. Et on a toujours cette question-là, c'est
Est-ce que l'industrie, est-ce que l'électricité nucléaire était une électricité verte ou pas? Je suis sûr que si on fait un débat, il y a la moitié qui vont dire oui et d'autres qui vont dire non. L'Allemagne a été claire, depuis l'année dernière, l'Allemagne a arrêté ses centrales nucléaires. On ne fait plus de nucléaire, trop dangereux. Ils sont repartis avec les centrales à charbon. En France, on va le voir, on mise tout sur le nucléaire. Et les énergies renouvelables. On produit plus d'énergie renouvelable en France qu'en Allemagne. On n'est pas si mal que ça sur les énergies renouvelables, avec la liste que vous avez ici. Et les énergies renouvelables sont en train de se développer. Autre point important, c'est l'environnement. Alors, un certain nombre de points sur l'éco-conception. J'ai parlé de faire des circuits courts. Il y a beaucoup de débats sur la durée de vie de produits. Est-ce que vous êtes prêt à acheter un téléphone tous les 10 ans à la place d'un renouvellement tous les 2 ou 3 ans? Lutter contre le gaspillage, etc., etc. Il y a un certain nombre d'entreprises qui prennent ça très au sérieux. Ça, c'est l'exemple d'une entreprise, une petite PME qui s'appelle Pocheco, qui fabrique des pochettes de courrier, qui a vu bien sûr, hein, avec les mails et autres, qui a vu son chiffre d'affaires s'écrouler. Et eux, ils se sont dit, on a notre chiffre d'affaires qui s'écroule, on a du mal à recruter, on a du mal à garder notre effectif, et donc on va s'investir à fond dans la préservation de l'environnement. Et ils ont mis en place sur leur site un certain nombre de choses. Donc, l'autosuffisance en eau, en énergie, les approvisionnements, ils ont revu toute leur chaîne d'approvisionnement. Ils font même de la culture sur leur site. Et donc, c'est tout à fait un des exemples. Donc là, vous avez 3 photos avec les toits végétalisés, un stockage d'eau. Par exemple, ils ont enlevé toutes les parcelles de goudron sur les parkings et autres pour préserver la biodiversité. Donc, ils ont une réelle vocation par rapport à ça. Ok, c'est bien, c'est une réelle vocation. Ils préservent l'environnement. Est-ce que c'est un atout pour réindustrialiser? Est-ce que c'est un atout marketing ou autre? Localement, certainement, mais ce n'est pas pour ça que leur chiffre d'affaires va augmenter. Et donc, pour conclure, là, on a vu beaucoup de contraintes, hein, un certain nombre de contraintes. Est-ce qu'il y a des possibilités pour la France de prendre en compte cette transition écologique? Alors, depuis le Covid, même un peu avant, hein, il y avait des choses déjà avant le Covid, mais depuis le Covid, ça s'est accéléré. Le gouvernement français a mis en place différents plans et un certain nombre d'aides pour pouvoir réindustrialiser et travailler sur la transition écologique. À l'heure actuelle, les entreprises françaises, en termes de subventions, en termes de financement public, ont tous les financements à leur disposition pour travailler sur la transition écologique. Ça, c'est pas un problème de finances. Le premier, c'était 2020-2022, 100 milliards. 100 milliards, hein, vous le rapprochez par rapport au delta sur importation-exportation qui était 84 milliards. On est dans les mêmes eaux. On dit, le déficit, au lieu de payer un déficit, eh bien, on investit sur le long terme. Donc il y a eu un premier plan qui s'appelait France Relance 2020-2022 et qui avait un volet à peu près d'un tiers sur les investissements pour les entreprises sur la transition écologique. Ce plan, en 2022, a laissé place à un autre plan qui s'appelait France 2030, avec 54 milliards d'euros. Donc, vous voyez, l'argent circule avec un certain nombre avec l'objectif, hein, accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation, positionner la France leader du monde de demain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ces différents secteurs clés de notre économie. Et sur les 10 secteurs qui ont été énumérés, énoncés, vous en avez effectivement 6 qui sont directement liés à la transition écologique. Ce sont les 10 secteurs, les 10 secteurs, mais si on parle de transition écologique, les 6 secteurs actuellement sur lesquels la France se positionne fortement, et ses entreprises aussi. Les réacteurs nucléaires de petite taille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Au lieu de faire des gros mastodontes, eh bien, on va faire des petits réacteurs nucléaires et on va les multiplier sur tout le territoire français.
On est un peu en retard parce que l'année dernière encore, la Chine a déjà annoncé un investissement en étoile avec un mini-réacteur nucléaire et 3 usines autour. C'est des petits réacteurs nucléaires qui sont capables d'alimenter quelques usines. Donc là, on n'est pas loin d'être leader, mais les Chinois sont déjà là. L'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est l'hydrogène produit avec une source d'énergie renouvelable ou autre. Pour l'instant, l'hydrogène, on en a plein, mais il est fabriqué à partir de combustibles, de pétrole, de gaz et autres. Donc ce n'est pas de l'hydrogène vert, entre guillemets. Mais sur l'hydrogène vert, la France est un des leaders mondiaux. Décarboner l'industrie, ça c'est une obligation, et en France, on suit un peu le véhicule. 2 millions de véhicules électriques et hybrides, ça, c'est pas gagné. Le premier avion bas carbone, ça c'est quelque chose qui est mis en place. Vous avez Total, vous avez Airbus, vous avez Safran, des entreprises dans lesquelles vous êtes, pour certains d'entre vous, travaillent à fond actuellement sur le premier avion bas carbone avec du biocarburant. Il y a un centre en Île-de-France, au nord de Paris, à côté de Roissy. Dans le sud, à côté de Pau, il y a une immense usine qui va voir le jour par rapport à ça. Donc on est pas mal, et là c'est un réel enjeu sur l'aviation de demain. Investir dans une alimentation saine, durable et traçable, là aussi sur l'industrie alimentaire, on est pas mal. Donc vous voyez, là c'est les enjeux et les atouts que l'on va pouvoir mettre en place avec l'industrie française dans les prochaines années. Je parlais de l'industrie automobile, ça c'est les 10 premiers investisseurs sur l'industrie électrique dans le monde de ces derniers temps. Vous voyez, vous avez Porsche. Je parlais des Allemands, ils sont toujours bien passés, les Allemands, il ne faut pas les oublier. Mais après, vous avez BYD chinois, des Indiens, etc., et qui ont commencé à investir dans les batteries et l'industrie automobile électrique depuis de nombreuses années. Et on commence à voir apparaître, là c'est une voiture électrique à 12 000 € qui va bientôt arriver en France. On est incapable, un Citroën, Stellantis veut faire sa première voiture, ils n'arrivent même pas à faire une voiture électrique bas de gamme à 25 000 €. Donc on a un enjeu fort là-dessus, mais ça va être compliqué. Et quand on mesure la position de la France au niveau mondial, alors là, on a mesuré le nombre de fois où les projets industriels mentionnaient la transition écologique, quelque chose lié à cette activité. Vous voyez, la France est la 12e. On est loin. On n'a que quelques pourcentages, un pourcentage assez faible de projets industriels qui mentionnent la transition écologique. On a encore beaucoup de choses à faire. Et le temps presse. Pour finir, en France, on a, je vous disais, les projets France Relance, France 2030. Vous avez un très grand nombre d'outils qui sont mis à disposition pour les industries françaises. Juste pour finir avec un ou deux exemples, on parlait d'enjeux. Une entreprise qui s'appelle Gobi. Moi, j'ai une gourde Gobi. Qui mise à fond sur un outil qui s'appelle l'éco-conception, intégrer l'environnement dès la conception d'un produit ou service. C'est leur credo. Et donc, dans toutes les étapes du design jusqu'à l'emballage et la distribution, ils se posent la question sur l'impact environnemental de leurs produits. Et donc, ce sont des méthodes qui sont mises en place. Mais là encore, l'éco-conception s'est mis en place en France, en Europe, mais partout dans le monde. Donc, c'est une obligation de le faire, mais ça ne donne pas forcément un avantage concurrentiel définitif. Voilà, et donc le bilan, vous voyez, vous avez un certain nombre de contraintes. Et je le répète, c'est votre génération qui va s'y coller, en fait. Désolé, on vous a laissé un monde pourri, mais bon, c'est comme ça. Bon, tous ceux qui ont plus de 50 ans, vous pouvez sortir. C'est notre faute. Un certain nombre de contraintes et heureusement un certain nombre d'opportunités. Et les opportunités, il va falloir les prendre. C'est à vous de les prendre. Donc aussi bien au niveau de votre positionnement, au niveau
de votre future fonction, du choix de votre entreprise, etc., etc., mais aussi au niveau de votre comportement au quotidien. Les transports en commun, je parlais des téléphones. Les téléphones, est-ce que vous êtes prêts à vous en passer? Personne dit oui? Ok. À part ceux qui ont plus de 50 ans, il y en a 2 ou 3 qui ont dit oui. Voilà, et donc vous allez devoir faire face à cette dualité. Pour finir, donc l'Institut, on a produit un livre qui s'appelle La performance écologique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la performance écologique sur notre site www.institutreindus.fr si vous voulez avoir une présentation des différents éléments de la performance écologique. Pour ceux qui vont travailler dessus, ceux qui sont sur l'option transition écologique ou ceux qui vont travailler là-dessus, j'ai une trentaine d'ouvrages là à votre disposition. Pour ceux qui sont motivés, vous pouvez en embarquer un exemplaire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions. Donc, vous levez bien la main pour ceux qui sont dans la salle. J'apporte un micro puisque tout le live passe par le micro. Ou ceux qui nous regardent donc en live, vous pouvez envoyer vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr. Donc, on va commencer. N'hésitez pas. Oui, j'arrive. On a le temps pour 1 ou 2 questions. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Ma question est, est-ce que la transition écologique est réellement bénéfique pour l'industrie, pour les entreprises, ou bien il s'agit d'une contrainte qui est vraiment très coûteuse, qui est imposée par les réglementations gouvernementales? Une réponse. Les deux. Là, la problématique, c'est vraiment, actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui le vivent et ça va perdurer comme une contrainte. C'est clair. Et notamment sur la transition énergétique, vu le prix de l'énergie, c'est une contrainte à l'heure actuelle. Ça, c'est clair. Sur la décarbonation, c'est quelque chose qui se met en place progressivement et là aussi, ça va être une contrainte. Après, il y a 2 entreprises. Il y a les entreprises visionnaires qui vont se positionner, qui vont se servir comme un tremplin pour avoir de nouveaux processus plus performants, de nouveaux produits mieux conçus, éco-conçus, et d'autres qui vont disparaître. Mais parallèlement à ça, toutes les industries dans le monde sont confrontées à ces problématiques. On a une question via le live. Donc, pourquoi ne limitons-nous pas la production par rapport aux besoins d'exportation pour limiter l'endettement? La réponse, elle est simple. Tous les téléphones viennent de l'étranger. Il n'y en a aucun pour l'instant qui est produit en France. Donc, c'est pareil pour un certain nombre de produits. Regardez autour de vous l'ensemble des produits qui viennent partout dans le monde. Est-ce qu'on est prêt à s'en passer? Et puis la balance aussi commerciale, la balance globale est fortement aussi impactée par le prix de l'énergie. Et tant qu'on n'est pas autonome en termes d'énergie, c'est quelque chose qui va être difficile à réaliser. Mais on a des industries performantes, l'industrie aéronautique, l'industrie agroalimentaire, on a des industries qui sont numéro 1 sur leur secteur d'activité. Donc voilà, il y a des raisons d'espérer. Oui, une dernière question. Bonjour. Bonjour. Il y a un point qui est très important, qui n'était pas bien évoqué. C'est en fait le changement de la politique d'industrialisation en France et un peu partout dans le monde après le Covid. Donc après le Covid, on parle beaucoup sur la souveraineté industrielle, car on a vu il y avait beaucoup de problèmes au niveau de chaînes d'approvisionnement logistique dans le monde entier. Donc en fait, dans la France, par exemple, on voit beaucoup une politique qui est très forte pour la souveraineté industrielle. Et effectivement, il y a une réflexion sur la souveraineté industrielle. Là, j'en ai parlé, par exemple, avec les semi-conducteurs. Et ça, c'est primordial. Si on ne fait plus de semi-conducteurs en Europe, dans quelques années, avec les politiques mondialisées, ça va être très très difficile de faire des produits électroniques en Europe. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte. On a une souveraineté aussi sur les médicaments.
la plupart des médicaments qui sont en tension, les relocalisations ont été faites. Après, c'est l'épaisseur du trait, parce que les quelques molécules qui ont été relocalisées, je pense au Doliprane ou autre, et vous voyez que maintenant Sanofi ne veut plus faire de Doliprane. Donc, il y a encore, parce que on leur a imposé une relocalisation, mais ça génère très peu de marge, ces produits-là, et surtout, ça génère quelques emplois, quelques dizaines d'emplois. Donc, c'est vraiment à la marge. Mais sur la réindustrialisation, il y a vraiment une politique, effectivement, de souveraineté. Sauf que notre retard est tellement conséquent sur un certain nombre de choses, c'est que les investissements nécessaires, eh bien, ils sont souvent démesurés. Et on ne pourra pas, vous voyez, par rapport à la Chine et l'Inde, on ne pourra pas se positionner sur tous les secteurs d'activité. On est obligé de cibler, c'est ce que fait le gouvernement sur le plan France 2030, sur 10 axes seulement. Merci beaucoup. On va conclure. On peut remercier l'intervenant. Merci beaucoup, Guénel. Donc, vous pouvez voir les replays sur la chaîne YouTube, sur la playlist Les Causeries Saisies. Vous avez l'opportunité de retrouver les 3 dernières saisons des Causeries Saisies. N'hésitez pas donc à transférer toutes les informations. Programme, vous avez reçu programme papier normalement, sinon il y en a ici. Et via le live, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je peux envoyer des supports de communication ou autres informations sur causerie@saisie.fr. Donc la semaine prochaine, on continue dans la lancée. Donc là, on est sur une thématique plutôt sciences humaines avec le handicap et la performance. On accueillera quelqu'un qui a perdu la vue, mais qui a continué donc dans sa carrière professionnelle à avoir une position de manager, et comment il a réussi à rebondir et à être à occuper des postes de management importants. Et aujourd'hui, comment il est une référence dans certaines organisations d'État pour ce sujet. Merci à vous, à très bientôt. Bonne causerie la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir à vous.